Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, tard dans l'après-midi. Les rues vibraient du tumulte de la ville, klaxons, sirènes lointaines, et la rumeur des passants pressés. Malik Johnson, 28 ans, afro-américain, vêtu sobrement, marchait d'un pas calme vers sa petite voiture garée au coin de la rue. Analyste financier respecté et engagé dans sa communauté, il ne cherchait jamais d'ennui. Soudain, une voiture de patrouille freina brusquement à ses côtés. Deux policiers, Tony Harris et Mark Sullivan, descendirent, les visages tendus et les mains prêtes à agir. Sans raison apparente, Harris pointa son doigt vers Malik. « Hey, toi! Stop !» Malik leva les mains, surpris. « Excusez-moi, officier ? Je n'ai rien fait de mal. » Mais les policiers, aveuglés par des préjugés implicites et leur sentiment d'autorité, l'agrippèrent violemment, le plaquant contre le capot de la voiture. Les passants s'arrêtèrent, choqués, et certains commencèrent à filmer la scène. Malik sentit son cœur battre plus vite, mais il garda son calme, répétant son nom et affirmant son innocence. Dans ce moment d'angoisse, personne ne savait encore que ces quelques minutes allaient bouleverser la vie de Malik, révéler les failles d'un système policier et devenir un symbole national de justice et de courage. Malik Johnson marchait tranquillement, son sac en bandoulière sur l'épaule, pensant à sa journée au bureau. Il venait de finaliser un dossier important qui pourrait booster la carrière de son équipe. Mais cette tranquillité fut brutalement interrompue lorsqu'une voiture de patrouille se gara en travers de la rue. Deux policiers, Tony Harris et Mark Sullivan, descendirent rapidement. Leurs yeux étaient remplis de suspicion avant même qu'ils n'aient prononcé un mot. « Et toi ? Viens ici » cria Harris. Malik leva les mains, surpris. « Je n'ai rien fait, je vous assure. » Mais Sullivan ne voulait rien entendre. Avant que Malik puisse se défendre, ils le plaquèrent contre le capot de leur voiture. Malik sentit la froideur du métal contre sa poitrine et les menottes serrées autour de ses poignets. Les passants s'arrêtèrent, choqués. Certains sortirent leur téléphone pour filmer, mais personne n'osa intervenir directement. « Pourquoi je suis arrêté ?» demanda Malik, la voix tremblante mais ferme. Harris le regarda froidement. « Tu sais pourquoi. Juste coopère. » Malik savait qu'il n'avait rien fait. Pas de crime, pas de provocation. Rien. Mais les policiers semblaient aveuglés par quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre. Chaque mot qu'il prononçait pour défendre son innocence tombait dans le vide. Alors qu'il l'emmenait vers la voiture de patrouille, Malik remarqua les regards inquiets et inévitables des passants. Certains murmuraient entre eux, d'autres filmaient chaque geste. L'humiliation était totale, mais il se força à garder la tête haute. Dans sa tête, il répétait « Je n'ai rien fait. Je ne me laisserai pas briser. » Le moteur de la voiture ronronna. Les policiers, convaincus de leur « justice », ne savaient pas encore que cette arrestation allait se retourner contre eux, que la vérité allait éclater et que Malik Johnson deviendrait un symbole que personne n'oublierait. La voiture de patrouille filait à toute vitesse vers le poste. Malik, menotté à l'arrière, gardait son calme, bien que l'adrénaline battait dans ses veines. Chaque virage, chaque secousse, rappelait la gravité de la situation. Il était innocent, mais à cet instant, son innocence n'avait aucune valeur pour ceux qui l'avaient arrêté. Une fois arrivés au poste, Harris et Sullivan traînèrent Malik dans une salle d'interrogatoire austère. Les murs blancs reflétaient la lumière froide des néons, et l'air sentait le désinfectant et l'autorité. Malik s'assit, gardant son regard fixé sur la table. « Alors, explique-nous pourquoi tu traînes dans ce quartier à cette heure-là » lança Harris, le ton accusateur. Malik inspira profondément. « Je viens du travail. Je suis analyste financier. Je n'ai rien fait de mal. » Sullivan ricana. « Analyste financier, hein ? Tu penses qu'on va croire ça ?» Malik sentit la frustration monter. Il sortit sa carte d'employé et son badge d'entreprise de sa poche. « Voici mes informations. Vous pouvez vérifier auprès de mon employeur. Je n'ai jamais eu de problème avec la loi. » Harris jeta un coup d'œil rapide et laissa tomber le document sur la table, méprisant.
On verra. Pour l'instant, tu restes ici. Le temps s'étirait. Chaque minute semblait ajouter à l'humiliation. Malik entendait d'autres détenus crier, mais lui, il gardait sa dignité. Il savait que la vérité finirait par éclater, mais il ressentait déjà le poids de l'injustice. Pendant ce temps, Harris et Sullivan commençaient à ressentir un léger doute. Quelque chose dans l'air, la certitude tranquille de Malik, son calme, son professionnalisme les mettait mal à l'aise. Ils n'avaient jamais prévu que leur arrêt arbitraire deviendrait aussi compliqué. À l'extérieur de la salle, les caméras de sécurité et les témoins innocents commençaient déjà à enregistrer chaque geste. Malik n'en savait rien encore, mais chaque seconde rapprochait l'éclatement de cette injustice. Alors que Malik attendait dans la salle d'interrogatoire, une lumière d'espoir apparut sous la forme de sa collègue, Jessica Lee. Jessica, brune aux yeux vifs, était connue pour son efficacité au bureau et sa détermination à défendre ceux qui étaient traités injustement. Alertée par des appels manqués et des messages inquiétants, elle s'était précipitée au poste de police. « Excusez-moi, je suis Jessica Lee, collègue de Malik Johnson », annonça-t-elle à l'accueil, essoufflée mais déterminée. « Je viens pour vérifier son identité et confirmer qu'il travaille avec nous. » Harris la regarda d'un air méfiant. « Et comment pouvons-nous savoir que vous dites la vérité ?» demanda-t-il, un sourire sceptique aux lèvres. Jessica sortit des documents officiels, badges d'entreprise, contrats, lettres de recommandation et même des captures de mails prouvant le travail quotidien de Malik. Tout est là. Malik n'a jamais eu de problème avec la loi. Vous pouvez vérifier immédiatement. Sullivan jeta un coup d'œil distrait au papier et fronça les sourcils. Une pointe de doute commença à s'installer. Pourtant, il était encore trop fier pour admettre qu'ils avaient fait une erreur. « On va voir ?» grogna-t-il, refermant les documents avec nonchalance. Malik, observant la scène, sentit un soulagement mêlé d'inquiétude. Il n'était pas encore libéré, mais il sentait que le vent pouvait tourner. Les policiers, pour la première fois, semblaient légèrement ébranlés. Leur certitude aveugle d'avoir arrêté le mauvais type commençait à vaciller. Dehors, la caméra de sécurité continuait de tourner, immortalisant la tension et l'injustice. Jessica savait que ces preuves allaient devenir cruciales si la situation dégénérait, et Malik comprit qu'il n'était pas seul. Pour la première fois depuis son arrestation, une lueur d'espoir traversa ses pensées, la vérité avait enfin une chance de se faire entendre. Pendant que Malik attendait toujours au poste, un événement inattendu changea le cours de l'histoire. Un témoin de l'arrestation, assis sur un banc à quelques mètres de là, avait filmé toute la scène avec son téléphone. La vidéo montrait clairement Malik, calme et coopératif, tandis que Harris et Sullivan le forçaient violemment contre le capot de la voiture. En quelques heures, la vidéo circula sur les réseaux sociaux. Les notifications affluaient, tweets, partages, commentaires indignés. Les hashtags dénonçant l'injustice se multipliaient, et les journalistes des chaînes locales prirent rapidement l'affaire. Nous avons reçu plusieurs appels au sujet de l'arrestation de Malik Johnson, annonça une présentatrice sur une chaîne locale. Des témoins affirment qu'il a été arrêté sans raison et de manière brutale. Au poste de police, Harris et Sullivan commencèrent à ressentir la pression. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Les supérieurs posaient des questions, les regards se faisaient plus insistants. Les policiers réalisèrent que leur erreur n'était plus simplement une affaire interne, elle devenait publique, virale, et incontrôlable. Malik, quant à lui, gardait son calme, conscient que chaque image, chaque seconde de vidéo, parlait en sa faveur. Pour la première fois depuis le début de l'incident, il sentit que justice pouvait enfin se rapprocher. Harris détourna le regard, le visage crispé. Peut-être qu'on s'est un peu emporté, murmura-t-il à Sullivan, mais son collègue restait silencieux, incapable d'admettre immédiatement l'ampleur de leur erreur. À l'extérieur du poste, la foule virtuelle grandissait, prête à soutenir Malik. Et dans ce tumulte médiatique, une chose devenait évidente, les policiers allaient amèrement regretter leur arrogance et leur racisme implicite. Le lendemain matin, la pression sur le département de police était énorme. La vidéo de l'arrestation de Malik Johnson avait été vue par des centaines de milliers de personnes, partagée sur toutes les plateformes sociales et relayée par les médias nationaux. Les supérieurs de Harris et Sullivan n'avaient plus le choix, ils devaient réagir.
Malik fut convoqué à une réunion officielle avec le chef de police et ses officiers. Harris et Sullivan, le visage pâle et les épaules raides, étaient contraints d'être présents. Le chef de police, une femme d'expérience nommée Rachel Thompson, prit la parole avec gravité. Ce qui s'est passé hier est inacceptable. Vous avez arrêté un citoyen innocent sans raison valable, et votre comportement a été diffusé à des millions de personnes. Harris tenta de justifier ses actes. Nous pensions agir correctement. Mais Thompson ne lâcha rien. Vous vous êtes trompé. Vous allez présenter des excuses publiques et assister à des formations obligatoires sur le biais et la discrimination. Malik, observant la scène, resta calme. Il n'éprouvait ni colère excessive ni haine. Il savait que l'humiliation que les policiers allaient ressentir serait proportionnelle à leur arrogance. Je veux des excuses sincères, dit-il fermement. Pas de demi-mesure. Et je veux que cette situation serve à prévenir d'autres injustices. Harris et Sullivan, désormais conscients que leur carrière et leur réputation étaient menacées, s'exécutèrent. Leurs excuses, maladroites au début, devinrent rapidement un acte public nécessaire pour apaiser la colère de la communauté et des médias. Pour Malik, c'était une victoire morale, la vérité avait commencé à s'imposer. Les policiers avaient été humiliés, mais plus important encore, une leçon venait d'être donnée, non seulement à eux, mais à tout le département. Après les excuses publiques, la tension ne disparut pas. Le département de police lança une enquête interne sur l'arrestation de Malik. Harris et Sullivan furent suspendus immédiatement, tandis que d'autres officiers commencèrent à murmurer dans les couloirs, certains choqués, d'autres soulagés de ne pas être même impliqués. Le rapport interne révéla plusieurs plaintes antérieures concernant Harris et Sullivan, liées à des accusations de discrimination et de traitement abusif. Ces révélations aggravèrent leur situation. La hiérarchie, embarrassée par le scandale, décida de mettre en place des programmes de formation obligatoires sur le racisme, les préjugés inconscients et la communication avec la communauté. Malik, malgré l'humiliation qu'il avait subie, observa l'ensemble du processus avec calme et dignité. Il comprit que son courage et sa patience avaient commencé à porter leurs fruits, le système, bien qu'imparfait, montrait des signes de changement. Les policiers suspendus étaient contraints de suivre les formations, d'écrire des rapports détaillés sur leur conduite et de participer à des séances de réflexion sur leurs actions. Harris et Sullivan réalisèrent lentement qu'ils ne pouvaient pas effacer ce qu'ils avaient fait, mais qu'ils devaient en assumer les conséquences. Pendant ce temps, la communauté soutenait Malik avec ferveur. Des leaders locaux, des voisins et même des membres du gouvernement municipal vinrent témoigner de son intégrité et de son engagement dans la société. L'histoire de Malik commençait à être racontée non seulement comme un cas d'injustice, mais comme un exemple de courage et de résilience face à l'adversité. Malik Johnson décida de ne pas se contenter des excuses publiques. L'humiliation et le traumatisme qu'il avait subis méritaient réparation. Avec l'aide de son avocat, il engagea une action légale contre le département de police pour arrestation abusive et discrimination. Le procès attira l'attention des médias nationaux. Chaque audience révélait les détails de l'arrestation injuste, les menottes serrées, les accusations infondées, le refus initial de vérifier son identité. Les témoignages de Jessica Lee, des passants et des témoins de la vidéo renforçaient la crédibilité de Malik. Harris et Sullivan, confrontés à leurs propres erreurs devant le juge, tentèrent de minimiser leurs actes, mais les preuves étaient accablantes. Le juge, impressionné par la clarté des faits et le comportement digne de Malik, ordonna des compensations financières et des excuses officielles, à la fois écrites et publiques. Au-delà de l'indemnisation, Malik exigea des mesures concrètes, formation obligatoire pour tous les policiers du département, programme de sensibilisation à la discrimination et création d'un canal officiel pour signaler les abus de pouvoir. Le juge valida ces demandes, transformant l'affaire en un exemple national de justice et de réforme. Pour Malik, ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une victoire pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustice et de préjugés. Sa dignité, sa patience et sa détermination avaient non seulement réparé le tort subi, mais ouvert la voie à un changement réel dans le système. La nouvelle de la victoire de Malik Johnson se répandit rapidement dans la ville. Des associations locales, des leaders communautaires et des citoyens ordinaires vinrent témoigner de son intégrité et de son engagement social.
Des manifestations pacifiques furent organisées pour dénoncer les discriminations et soutenir les victimes d'abus policiers. Des messages de solidarité affluèrent de tous les coins du pays. Malik reçut des lettres, des emails et des appels d'inconnus touchés par son courage et sa dignité. Les écoles locales invitèrent même Malik à parler aux étudiants sur l'importance du respect, de la justice et de la persévérance face à l'injustice. Pour Harris et Sullivan, cette visibilité publique fut un nouveau coup dur. Ils comprirent que leur erreur n'était pas seulement interne au département, mais que le public avait désormais une voix puissante. Leurs collègues et la hiérarchie les observaient avec un mélange de jugement et de méfiance. Malik, cependant, resta humble. Il utilisa cette attention pour promouvoir des programmes de mentorat et des initiatives visant à améliorer les relations entre la police et la communauté noire. Chaque apparition publique, chaque discours, renforçait le message que la justice n'était pas seulement une question de loi, mais aussi de courage et de responsabilité civile. La ville, autrefois silencieuse face aux abus, commença à changer. Les policiers étaient surveillés, les citoyens étaient entendus, et la communauté de Malik se sentit plus forte, plus unie, et plus déterminée à protéger ceux qui étaient vulnérables. Suspendus et sous la pression médiatique, Harris et Sullivan commencèrent à ressentir pleinement le poids de leurs actes. Les jours passaient lentement, chaque moment étant marqué par la honte et la culpabilité. Ils avaient été humiliés publiquement, et leur réputation personnelle et professionnelle était gravement compromise. Dans des réunions internes, les collègues murmuraient à leur sujet. Certains les jugeaient sévèrement, d'autres montraient une distance prudente, ne voulant pas être associés à leur comportement passé. Harris, souvent silencieux, se surprenait à revoir chaque détail de l'arrestation, chaque geste, chaque mot prononcé. Chaque image de la vidéo revenait dans son esprit, et il comprit enfin à quel point leurs préjugés avaient conduit à l'injustice. Sullivan, plus nerveux, se rendit compte qu'il avait perdu non seulement la confiance de son département mais aussi le respect de la communauté. Leur formation obligatoire sur les biais raciaux et la discrimination leur ouvrit les yeux sur la gravité de leurs erreurs et sur l'impact réel de leurs préjugés dans la vie des citoyens. Malik, de son côté, choisit de ne pas nourrir la haine. Quand Harris et Sullivan tentèrent des excuses sincères, il les écouta, leur rappelant que des excuses ne suffisaient pas, le changement devait être réel, visible et durable. Les policiers comprirent que leur arrogance initiale avait non seulement mis Malik en danger, mais avait aussi entaché leur carrière et leur honneur personnel. Cette prise de conscience fut douloureuse mais nécessaire. Harris et Sullivan avaient désormais une leçon gravée dans leur mémoire: la justice ne se base pas sur des suppositions, et l'ignorance peut détruire des vies. Malik, quant à lui, observait calmement, sachant que la vérité et l'intégrité triompheraient toujours sur l'injustice et le racisme. Quelques mois après l'incident, la vie de Malik Johnson avait retrouvé un rythme normal, mais avec un nouveau sens. Son courage et sa dignité avaient inspiré toute la communauté. Il continuait son travail d'analyste financier, mais consacrait désormais du temps à des initiatives sociales et à la sensibilisation sur les injustices et la discrimination. Le département de police, profondément secoué, avait mis en place des réformes durables. Des programmes de formation sur le racisme et les préjugés inconscients étaient désormais obligatoires pour tous les officiers. Les procédures pour vérifier les identités avant toute arrestation étaient strictement renforcées. Harris et Sullivan avaient été réaffectés à des postes limités, sous supervision stricte, et leur avenir dans le département restait incertain. Malik participait régulièrement à des conférences et des ateliers dans les écoles et les associations locales. Il racontait son expérience, non pas pour nourrir la colère, mais pour enseigner l'importance de la justice, de la dignité et de la résilience. Sa voix, puissante et inspirante, devint un symbole national contre l'injustice et les abus de pouvoir. Dans les rues de Chicago, les citoyens commencèrent à voir un changement réel, une police plus consciente, une communauté plus vigilante et des relations autrefois tendues qui commençaient à s'apaiser. Malik savait que le chemin vers la véritable égalité était encore long, mais il avait prouvé que la vérité, le courage et la persévérance pouvaient faire la différence. L'histoire de Malik Johnson se termina ainsi, non pas avec la vengeance ou la haine, mais avec un message clair et universel: l'injustice peut être combattue, et ceux qui osent se lever avec intégrité peuvent transformer leur douleur en un moteur de changement durable.